sortir livre, un cycle qui s'appelle Photofiction. On est le 7. Dans ce parcours, on est parti longtemps de photographe. On va continuer. Il s'agissait d'installer du texte opposant les stratégies, les protocoles, la démarche du photographe, son intention, avec ce qui en résultait comme image. Non pas écrire sur des images, mais fabriquer les images qui correspondaient à ce protocole et cette démarche. Avec sous-jacent une ambivalence, on utilise la personne du photographe et son œuvre, le geste de se saisir et de réaliser ce qui est l'œuvre, comme métaphore de ce qu'on cherche pour savoir ce qu'on fait, nous, quand on écrit. Ce qui veut dire que la question de la fiction, non pas commenter une image, on n'est pas dans l'ekphrasis, non pas venir s'incliner ou proposer du discours sur la démarche des photographes qu'on a pu citer, convoquer, suivre. Les textes qu'on écrivait étaient d'essence, de nature fictionnelle. Mais depuis 2-3 exercices, on a poussé le curseur sur ce principe de fiction. Maintenant, on s'engage dans la fiction, non pas le réel, mais l'image qui le représente, et dans cette disjonction, chercher le statut de cette instance singulière, personnelle du récit. Dans cette instance, fabriquer le personnage qui se confronte à ce réel, et le seul moyen de saisir dans sa cinétique, dans sa dynamique, cette interaction personnage réel, le personnage qui se détache de lui-même en devenant artiste, ou se construit lui-même, en avant de lui-même, par le fait du geste artistique dans cette confrontation réelle, et cette confrontation devenant la trace photographique. C'est compliqué ce qu'on fait? Ben oui, mais voyez les résultats. Alors maintenant, dans cette dernière partie du cycle, est-ce qu'on peut aller encore plus décidément dans ce côté-là du texte fiction? On y est déjà. La dernière séance, à partir de Daido Moriyama, on se saisissait de sa technique, l'appareil en mouvement, la marche arbitraire dans les villes, sans s'arrêter, poser l'appareil au ras du sol et photographier l'intérieur d'une boutique. Là, il n'aurait pas été possible de s'arrêter, poser, régler. Et les images, en tant qu'elles sont inventées, quand elles sont dans notre récit, qu'est-ce qu'elles perturbent? Elles perturbent notre saisie du réel, mais elles perturbent aussi, surtout, nos habitudes du récit. On invente de nouveaux modes de récit. Entrons dans le sujet. C'est mieux en se confrontant directement via un petit peu d'isolement. Ce qui me hantait depuis là, un petit moment à mesure qu'avance ce cycle, c'est cette notion d'extériorité du monde. Est-ce que ça convoque en même temps, dans chaque démarche, en tout cas aussi la démarche, ou principalement la démarche des photographes qu'on convoquait, quelque chose tenant à l'autobiographique, à l'intime, et cette notion aussi, très présente dans les textes, qu'est-ce qu'on dévoile? En quoi le geste photographique, comme le geste d'écriture, convoque de l'intime, et qu'on a à traiter cette part privée, cette part intime, comme un rouage organique à cet objet complexe qu'on déploie, non, qu'on laisse partir dans l'image photographique ou tout simplement la publication. Et là aussi, on se retrouve sur une piste de recherche qui est la nôtre depuis longtemps, ce concept de publication, qui rejoint le web, la vidéo, la performance, autant que le livre imprimé, et dont on fait aujourd'hui, dans cet éclatement de supports, cette multiplicité possible de supports, le concept principal.
Et ça vaut aussi pour les photographes. Donc là, j'ai sorti un livre qui, pour moi, m'accompagne depuis des années et des années. J'en ai d'autres sur le même bonhomme. Celui-ci, c'est plus complet. Je ne sais pas d'où il vient. Christian Boltanski, Didier Semin, qui est prof aux Beaux-Arts de Paris. C'est chez Phaidon, grand éditeur de livres photographiques, comme Visage de l'Ouest et quelques autres d'ailleurs qu'on a convoqués. Le livre doit dater du début des années 2000, si j'en crois là. C'est là où s'arrête leur chronologie de Christian Boltanski, vous savez, qui est décédé il y a 2 ans, quelque chose comme ça, mais qui reste toujours là. C'est le lien à cette question de publication, c'est l'idée que la photographie, toute seule, est-ce qu'elle se suffit à elle-même? Non, elle devient, elle, publication ou interaction, à partir du moment où existe un dispositif d'installation. Est-ce que Boltanski est principalement photographe? On s'en moque, parce que nous, on dit qu'on est principalement écrivain. Boltanski crée un nouveau vocabulaire de dispositifs d'installation. Par contre, dans ces dispositifs d'installation, la photographie prend un tour complètement spécifique et, j'allais dire, premier, je ne sais pas, mais en tout cas, chaque fois présent comme quoi? Eh bien, comme à la façon de Barthes, empreinte du réel, ou assertion que ce dont on parle est lié au réel, puisque la photographie atteste du réel qu'elle représente, qu'elle image. Le verbe imager, je pense qu'on ne l'utilise pas encore assez pour nous dans sa vraie force. Je vais prendre quelques exemples de Boltanski, et puis on va très vite avancer. Je parlerai aussi de Pierre Michon, son Rimbaud. L'histoire que je voulais raconter, c'est cette année 2000, 98, 2000, 2002, c'est étalé sur moi, mais une année où principalement avec le photographe Jérôme Schlemoff, à l'initiative de Charles Torgman, nous accompagnait aussi Catherine Gourieux qui travaillait au théâtre. On était vraiment en équipe serrée. On intervenait chaque semaine dans un centre de sans-abri de Nancy, et, en complicité aussi avec l'équipe qui nous accueillait. J'en ai parlé souvent ailleurs. Jérôme proposait des grands portraits, souvent choqués que les gars... Où est-ce que tu le mets quand t'as pas de chez toi? Ils le repliaient, le mettaient là, dans leur poche intérieure. Et puis, est-ce qu'on écrivait? Oui, c'est nous qui écrivions, pas eux. Mais pour eux, le moment, c'était écrire, puisqu'ils nous dictaient. Et qu'ils savaient, là encore, qu'on allait à la publication, l'engagement livre. Et le livre, ça a été dur de le publier. Ça a été dur de trouver quelqu'un qui accepte de se lancer. Mais ensuite, une fois que ça a marché, croyez que les gars passaient à la FNAC et prenaient, le remettaient en pile sur le devant. La FNAC, ils ont bien compris. Et à Nancy et ailleurs, plusieurs tirages. L'histoire, elle n'est pas liée directement au livre. Ce qu'il a fallu assumer, nous, une fois l'atelier terminé, les 30, 40, cinquantaine de personnes à qui on avait eu affaire pendant 1 an, c'est comment la mort les saisissait. Même en cours de route, dans ce parcours, des visages qui nous hantent encore, justement, parce qu'il y avait eu disparition. Et puis que ce qui reste de bouts de texte, ce qui reste d'images, ça y est, c'est fini. Tenez, lui, par exemple, Patrick Clément, texte qui s'intitule « J'ai besoin d'espace ». Et puis on le retrouve dans le canal. Je crois que l'âge moyen des décès de SDF à Nancy cette année-là, c'était 56 ans. Ça voulait dire que pour les personnes qui étaient à l'Ars, le foyer là, qui les hébergeait, où on venait, vous avez aussi des soins, de l'hygiène, ils avaient à manger, on gérait leurs petites affaires économiques. Qu'est-ce qui se passe après un décès? D'abord, les villes proposent une inhumation, mais c'est ça dans toutes les villes en France, ça continue encore aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit relayé même par la crémation. C'était simplement, on appelle ça des caveaux à décomposition accélérée, CDA. C'est-à-dire qu'en 4 ou 5 ans, il n'y a plus de suite et au revoir. Oui, mais
au foyer, eux, ce qu'ils gardaient, c'était une montre, des carnets, une liasse de papier, quelques objets, un couteau, quelque chose, des choses qui venaient du très peu de mémoire de ce qu'on avait été avant, ou de mémoire familiale. On en fait quoi, là, de ces choses? Il y avait une pièce où, dans des cajots en plastique, là, superposés, il y avait pour chacun. Est-ce qu'on s'en débarrasse de ça? On en fait quoi de ça? Alors, on s'était adressé à Boltanski d'abord, puis le projet n'a pas eu de suite. Nous, le point de départ, c'était de dire, et si ces objets, on les noyait dans du verre, et qu'on pouvait présenter, alors Boltanski, ça aurait pu être aussi, vous savez, ces malles, ces petits coffres, ces boîtes, en faire autant de boîtes ouvragées, belles, ou lui, quelquefois, les boîtes, c'est simplement de la tôle, au contraire, ou des casiers d'usine, mais en tout cas, publier ce qui était là dans un fond de salle et le mettre à disposition en tant qu'objet. L'honorer, les honorer, eux, par ces petites choses si banales qui restaient. Et Christian avait répondu quelque chose, moi, qui m'avait profondément troublé. Il m'a dit non, ça me prendrait trop de temps de tout reconstituer. C'est-à-dire que pour lui, il était hors de question de travailler avec la part intime de ces objets-là conservés, et qu'il lui faudrait aller dans les Emmaüs, secours populaires, et retrouver les mêmes objets. Et là, moi, je suis entré dans une autre strate du travail de Boltanski, des choses dont lui-même était familier régulièrement. Par exemple, il y a une de ses œuvres, oui, voilà, par exemple, un mur fait de ces casiers. Imaginez que ces casiers, même inaccessibles, on sache qu'à l'intérieur, il y avait ces petites mémoires, objets de chacun des disparus. Faire un mur avec ça, et tout d'un coup, ça prenait une autre dimension. Album photographique de la famille D, 1939-1964. 1939, c'est la plus ancienne photo. 1964, c'est la plus récente. Alors on a tout. On a cette magnifique photo là de deux frères, comment ça s'habille, les shorts, la façon même du corps devant la mer, sans parler des coiffures ou du petit maillot blanc, mais ce geste du grand sur l'épaule du petit, simplement. Pour Boltanski, est-ce qu'on peut faire ça avec des archives privées? Non. Si c'est des albums qu'on collecte, je me souviens par exemple de Berlin dans les années 90, après la chute du mur, ou sur des trottoirs entiers, des familles polonaises ou d'autres pays de l'Est, bulgares ou hongroises, venaient vendre leurs albums pour 3 sous. Ce qui s'écrit là, c'est une mémoire, donc collective, puisque dans chaque famille, il y a ces dépôts d'images. Moi aussi, j'en vois les miens là-bas. Est-ce que je les garde dans l'intimité et le privé? Ben oui, même si j'utilise quelques photos. Dans mon livre mécanique, le bandeau, c'était le garage du grand-père paternel. Mais on installe là la frontière qu'on pose soi-même entre le privé, entre l'expérience commune, collective. Et pour Boltanski, il était évident que ces questions d'archétypes, de stéréotypes, si ce qu'on veut exhumer ou faire dialoguer, c'est ce qu'on porte en chacun de notre mémoire privée, intime, qui passe par la photographie. Prenez dans Lambeau de Charles Juliet, je vous le mettrai ce passage aussi dans les pièces jointes, cette photographie de la mère adolescente avec, si mes souvenirs sont bons, un tablier à carreaux, ou autre photographie de la mère et sa sœur. Et Charles Juliet, il n'a pas de lien direct avec. C'est tout l'essence, c'est la force et la violence de ce livre, Lambeau. Mais la photographie, là, décrite dans le texte, est une photographie qu'on peut considérer être de ce petit legs personnel dont il dispose. Pour Boltanski,
dans la mesure où il ne s'agit pas de recréation textuelle d'une image pour retrouver la mémoire dont on est séparé. Ça suppose l'anonymat, justement, de ce qu'on collecte pour travailler sur archétypes, stéréotypes et notre histoire intime, en ce sens que l'image, depuis l'invention de la photographie, lui a donné un corpus. Il y a ces 2 pages qui sont arrachées parce que je m'en suis souvent servi en atelier, à l'époque où je préférais déchirer une page que d'emporter le livre. Et non, elles ne viennent pas de ce livre, elles viennent d'un autre. Oh là 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 là. De faire les choses en direct, ça complique. Enfin voilà, par exemple ici, dans cette page, vous avez exactement celle-ci ou celle-ci. Je crois qu'il s'agit de celle-ci. En tout cas, vous savez, c'est une chose devenue marqueur des années 70, l'inventaire des objets dans la chambre d'une jeune fille d'Oxford, d'un jeune homme à Oxford, et l'inventaire des objets pour une étudiante la même année dans une résidence universitaire de Bordeaux-Talence. Et l'inventaire, est-ce qu'il dit ? Bah oui, ça nous parle énormément. Mais justement, parce que la chambre universitaire, c'est déjà une sélection, une focalisation. Est-ce qu'il photographie, c'est quoi ? C'est la casserole, c'est le dentifrice, c'est la paire de chaussettes, c'est la brosse à dents, le parapluie, la paire de chaussures. Est-ce qu'on pourrait travailler ça avec quelque chose comme les mythologies de Roland Barthes ? Certainement. Mais cette histoire du quotidien, là, l'appui théorique, ce serait Michel de Certeau, Histoire du quotidien, 1973. Tiens donc, c'est complètement là, simultané de la démarche de Boltanski. Qu'est-ce qu'il y a dans cette époque-là ? Le Pensée classée de Georges Perec et l'infraordinaire. Décrivez vos petites cuillères. Ben là, lui, les petites cuillères, je sais pas s'il y en a. Bah ouais, il y a là le truc là pour aller piocher là, dans la spatule pour aller tripoter dans la poêle. Il y a le fer à repasser. Il y a les tongs. Il y a le réveil matin. Il y a la lampe de poche. Il y a une photo du pape. Il y a la petite lampe de chevet, etc. Et là, est-ce qu'on est dans l'intime ? Non, puisqu'il s'agit d'objets manufacturés. Il n'y a rien de personnel. Mais la collection fabrique de l'intime qui nous renvoie à ce qu'est cette jeune fille ou ce jeune étudiant, non. Ce qui nous renvoie à nous-mêmes dans ce qu'on trie, ce qu'on sélectionne, comment on s'approprie le quotidien par ces objets. Donc ce qu'on apprend, c'est nous-mêmes et pas l'étudiant d'Oxford, la jeune fille d'Oxford ou le garçon de Bordeaux. Attendez, il faut quand même que je me précise. Inventaire des objets appartenant à la jeune fille de Bordeaux, 1973. Inventaire des objets, inventaire photographique des objets ayant appartenu au jeune homme d'Oxford, 1973. Voilà, le jeune homme est à Oxford, la jeune fille à Bordeaux. Ma mémoire ne m'avait pas trompé. Mais prenez ce livre. Quelle est la modalité de publication de précisément ces photos? Eh bien, c'est une installation, double installation, où tout était reconstruit. En tout cas, Boltanski proposait des reconstitutions d'intérieur, où là, il ne s'agissait pas d'aller prendre le grille-pain à la jeune fille et dire « Attends, je te le ramène après l'expo ». Non, c'était trouver le même objet, l'installer, etc., etc. Moi, c'est pas trop là-dessus que j'ai envie de vous emmener, mais cette histoire-là, pour moi, c'est-à-dire cette question-là de ce qui nous touche, l'univers privé, l'univers intime, on va se le prendre, et se le prendre en plein. Mais on peut se le prendre en plein à une seule condition, mettre une barrière, mettre un transfert, mettre un protocole. On va s'avancer dans le privé, on va s'avancer dans l'intime, mais à une condition, que l'intime ne parte pas de votre intime, ne construise pas, ne s'approprie pas, ne publie rien de ce qui est votre sphère intime privée. Et pourtant, c'est bien de soi-même qu'on va partir. L'appel, ce serait que vous partiez de vous-même. Une autre chose de Boltanski qui m'a toujours touché, je ne sais pas ce que ça devient maintenant, après sa mort. Pendant des années, il s'est rendu au château d'Oiron, dans les Deux-Sèvres, ce centre d'art contemporain. Et chaque année, il photographiait la classe de CM2. Un portrait, chaque gamin, visage. Et chacun de ces portraits était
installé ensuite au plafond là, de la grande salle d'apparat du château d'Oiron, ce qui fait que quand on entre à Oiron, comme autrefois, vous savez, ces grands plafonds d'apparat témoignaient de la puissance, témoignaient des symboles. Regardez à Rome tous ces plafonds ouvragés. Eh bien non, là, ça témoignait de l'humilité de ces gamins. Et quand l'expérience se fait sur 20 ans, à un moment donné, ces portraits, là, 30 sur 30, de chaque gamin de la classe de CM2, eh bien, vous aviez leurs propres enfants qui venaient là, sur le plafond. Là, pour moi, on est dans une œuvre à la fois modeste, admirable et qui part, justement. Qu'est-ce qu'il y a de plus intime que le visage? Et si le visage est situé dans un protocole qui nous dit, voilà ce qu'a été un âge constant, l'âge des gamins de CM2 dans le village, alors que le grand processus du temps fait que, évidemment, depuis, ils sont devenus adolescents et puis adultes, et même maintenant, ils sont des enfants. Qu'est-ce que devient l'expérience? Je ne sais pas. Ce que je voulais vous proposer, partir de photographies de vous-même. Est-ce que c'est une seule? Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est une collection de photos de vous-même? J'en sais rien. Je me rappelle d'un texte quelque part dans Pierre Bergogneau où on le voit, il se décrit lui dans une photographie tenue dans les bras d'un grand-père décédé depuis. J'ai recherché là dans le premier mot, dans l'orphelin, j'ai pas retrouvé le texte. Et si je le retrouve en cours de route, je vous le mettrai. Mais ce texte, c'est quelques lignes, mais c'était simplement que dans cette photographie, le bébé, le petit enfant langé que le vieil homme tient dans ses bras, on voit rien. Je me souviens de l'expression de Bergogneau, qui était les yeux comme 2 têtes d'épingle. Et il n'y a pas de corps, c'est langé. Par contre, le bonhomme, son visage à lui, la pose, là où c'était, le mur, là, devant lequel on le photographie, parce que c'est presque, non, je me souviens, c'était en extérieur, eh bien, là, c'est quelque chose. C'est-à-dire que lui, Bergogneau, peut écrire parce qu'elle s'identifie à la toute petite silhouette, mais la petite silhouette, elle représente rien sur la surface même de l'image. La surface, c'est le grand vieux bonhomme, c'est le décor, c'est la végétation, et puis au milieu, c'est le personnage, lui-même dans la photo, c'est ces 2 petits points en tête d'épingle. Et là, je crois que ça nous suffit pour travailler. On est avec Boltanski, on a besoin de Boltanski, oui, sur cette question-là de comment prendre écart, comment refabriquer la fiction. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'est de travailler sérieusement sur ces photos de vous-même, mais justement, il n'est pas question d'aller raconter. Par contre, ce qu'on peut raconter, c'est le contexte. Ce qu'on peut raconter, c'est qui les a faites et où. On peut s'installer dans la scène, on peut s'installer dans la situation. On ne parle pas de vous, là, dans l'image. Le texte que je voulais vous proposer, c'est le livre Rimbaud le fils de Pierre Michon, suite de 7 chapitres. Bon, il n'y a aucun secret là-dessus. Il était parti sur la figure du frère d'Arthur Rimbaud, ce frère aîné, dont on ne sait presque rien. Et Pierre, là, qui devait, donc pour cette collection de Jean-Bernard Pontalis, l'un et l'autre chez Gallimard, qui avait proposé de faire un livre sur le frère de Rimbaud, dit à Pontalis, mais j'en suis à 7 chapitres, je n'ai pas encore parlé du frère. J'ai parlé de la mère, j'ai parlé de la sœur, j'ai parlé de Rimbaud à Paris. Bon, et Pontalis lui dit, je prends, et je publie comme ça. C'est un livre sur le frère de Rimbaud, mais personne ne sait le projet de départ. Par contre, il y a ces pages à la Pierre Michon, évidemment, cette grâce dont il est capable, où c'est cette photographie qu'on connaît de Rimbaud, la photographie bien sûr iconique de Rimbaud posant pour Carja, qui a aussi photographié Baudelaire. Rimbaud vient accompagné de Banville, je sais quels autres, dans l'atelier de Carja, et tout ce que fait Michon, c'est de parler de Carja fabriquant l'image. Le texte ne parle pas de Rimbaud, encore que Michon il joue en prestidigitateur de tout ça. Le texte parle de comment Carja s'y prend. Est-ce qu'on est capable de faire ça? De prendre une photographie de soi-même,
Ça peut être même une photographie scolaire, une photographie de groupe à l'école. Il y a les bancs, il y a les gamins dessus, il y a les profs assis au premier plan. On en a tous des photos comme ça. Mais le type qui fait la photo, lui, il en fait combien d'écoles? Et comment ça se passe son petit commerce? Et c'est quoi son rapport là aux gamins? Et puis les profs là qui installent les bancs et font mettre les grands derrière et les petits devant et qui font régner l'ordre. Puis il y a toujours un qui se débrouille à faire un tchoumboum derrière celui qui est devant. C'est ça. Est-ce qu'on peut travailler sur l'intime et le privé en se saisissant de matériaux qui soient personnels ou soi-même, on peut être présent dans l'image, mais sans que quoi que ce soit de l'ordre intime ou de l'ordre privé puisse être retourné vers vous-même, au contraire, sur la part commune, la part collective, l'archétype, c'est-à-dire ce qui va parler à chacun de nous, parce que cette même photo, on pourrait la trouver partout. Et c'est pour ça que ce Boltanski, là, juste l'album de la famille D, 1939-1964, je crois que c'est pour ça qu'il nous parle toujours, il nous parle encore. Voilà, c'est ma proposition 7. Eh ben, on y va. Le risque de l'intime, le risque du privé, et comment, justement, pour prendre ce risque, on fait distance, on installe les protocoles et on saute dans la tête, non pas de soi-même présent dans l'image, mais on saute fictionnellement dans qui a fabriqué l'image, qui, quand, comment. Et là, on va de nouveau être dans du neuf.